Oui, bonjour. Je vous suggère que nous commencions. Nous sommes tous réunis. Donc, merci à vous tous d'avoir choisi de venir nous écouter dans le cadre du Printemps de l'économie 2019 sur le sujet de la formation professionnelle. Donc, peut-être juste un tout petit rappel du soutien de la Caisse des dépôts donc, au Printemps de l'économie. Je suis Isabelle Laudier et je suis en charge à la Caisse des dépôts de l'Institut pour la recherche qui est un service qui a pour mission de soutenir des projets de recherche ou des manifestations comme aujourd'hui, sur les sujets stratégiques, les thèmes stratégiques de la Caisse des dépôts, ou en lien avec ces grands métiers, dont l'un des métiers est représenté à la table avec Ronan Mailleux, qui est la direction des retraites, mais juste rapidement également, nous avons donc 5 métiers. Un gros métier financement des territoires, banque des territoires, 2 métiers financiers qui sont d'une part la gestion des participation stratégique et par ailleurs la gestion d'actifs, donc la direction des retraites et de la solidarité, donc 4e métier. 5e métier, le financement des entreprises avec la filiale BPI France. Voilà. Donc dans ce cadre, nous soutenons des initiatives académiques, de centres de recherche, d'universités, pour alimenter la réflexion stratégique en amont sur nos métiers. Et nous soutenons également des think tanks, donc à la fois généralistes ou environnementaux, toujours avec le même but de nous alimenter en amont. Donc dans ce cadre, nous sommes un des mécènes du Printemps de l'économie depuis quelques années. Nous en sommes ravis et ça nous donne l'occasion d'organiser des sessions. Donc cette année, la session d'aujourd'hui sur la formation professionnelle. Nous co-organisons également mercredi matin avec Xerfi une session sur emploi et économie de plateforme, ou la plateformisation, enfin impact sur l'emploi de la plateformisation. Et le soir, nous accompagnons également la masterclass de Christian Dutertre sur mutation économique et travail, donc du club économie de la fonctionnalité. Voilà. Donc revenons rapidement à notre session qui a pour objet de discuter des enjeux de la formation professionnelle. Quels sont les besoins des actifs aujourd'hui en termes d'accompagnement de formation tout au long de la vie, comment ces besoins peuvent-ils être remplis par des aménagements ou des réformes du système de formation professionnelle, quels sont certains enjeux spécifiques, on va le voir, qu'il s'agisse des décrocheurs ou des seniors. Enfin, parmi les enjeux de la formation professionnelle, il y a la mise en place du compte de personnel de formation dont on va parler et qui ouvre de nouvelles perspectives. Voilà, donc pour l'ensemble de ces sujets, 4 intervenants, donc Nathalie Chussot, qui commencera sur les nouveaux besoins en termes de formation des actifs, donc qui est professeure des universités en sciences économiques à l'université de Lille 1. Ensuite, 2 intervenants de la chaire Transition économique, transition démographique, portée par la Fondation du risque de l'ILB, Alain Villemeur, qui est directeur scientifique sur donc à la fois les décrocheurs et les seniors, et François-Xavier Albouy, directeur de recherche de la chaire, sur les enjeux de la formation des seniors en vue d'une activité nouvelle au moment de la retraite. Et enfin, Ronan Mailleux, qui est directeur des études et des relations institutionnelles de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts, donc qui nous parlera des enjeux de la réforme de la formation professionnelle et en particulier du compte personnel de formation. Donc l'idée est donc de discuter, je dirais d'abord en entendant chacun d'entre vous environ 12 minutes, pour ensuite un échange peut-être entre chacun et surtout avec vous pour répondre à vos questions. Voilà. Donc merci infiniment. Donc je donne la parole tout d'abord à Nathalie Chussot. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous donner un petit peu des éléments de contexte et des éléments relatifs aux enjeux de la formation professionnelle et de ce que nous appelons la formation tout au long de la vie, qui me paraît une terminologie tout à fait adaptée. Alors, c'est parti, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de jouer moi-même avec le truc. Voilà, parfait. Alors, cette formation professionnelle ou cette formation tout au long de la vie constitue un enjeu clé pour un certain nombre de raisons.
La première raison, elle est liée au vieillissement démographique qui va ouvrir, je dirais, probablement à l'ensemble des actifs une possibilité de travailler plus longtemps. Alors on est dans la possibilité de travailler plus longtemps, voire même dans l'obligation de travailler plus longtemps compte tenu des nouvelles annonces qu'on a entendues aujourd'hui. Donc vous voyez bien que les actifs vont devoir rester plus longtemps au travail. Donc évidemment, il va falloir leur garantir un maintien ou une évolution de leurs compétences pour pouvoir rester plus longtemps au travail. La deuxième raison pour laquelle cette formation professionnelle constitue un enjeu clé de nos économies modernes, c'est l'innovation technologique qui va avoir une importance, une influence non négligeable sur les compétences des individus qui vont être demandées par les entreprises. Typiquement, on est confronté, et on va l'être davantage, on est confronté à une révolution numérique, à une transformation digitale avec le développement de l'intelligence artificielle et la robotisation. Et cela va créer un effet de destruction créatrice en termes d'emploi, on va le voir, pas forcément d'emploi ou de métier, puisqu'on va voir que les enjeux sont beaucoup plus situés au niveau des tâches que des métiers. Mais en tout cas, on va avoir un certain nombre d'emplois ou de tâches qui vont être amenés à disparaître et d'autres qui vont être amenés à être créés. Et ceci va avoir deux effets majeurs. Alors, le premier effet de cette transition numérique ou révolution digitale, elle se situe au niveau collectif, au niveau de ce que l'on appelle la polarisation des emplois, qui se traduit par une destruction des emplois plutôt de qualification intermédiaire et à l'inverse, une augmentation des deux côtés de l'échelle des qualifications, c'est-à-dire une augmentation des emplois qualifiés et des emplois très peu qualifiés. Ça, c'est ce qu'on observe. La deuxième conséquence de cette révolution numérique, elle se situe au niveau des individus eux-mêmes, puisqu'elle entraîne une transformation des métiers qui peut se traduire évidemment par une perte d'emploi si aucune qualification solide n'est apportée en parallèle et correspond aux besoins et aux demandes des entreprises. Donc là encore, on voit bien comment la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie peut intervenir dans ce cadre-là au niveau individuel. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de... Ah pardon. Il y a un petit écart là. Voilà, merci. Pour vous donner une idée de cette vulnérabilité des emplois face à la transition digitale, alors il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Il est toujours compliqué d'anticiper à la fois les métiers qui vont émerger de cette révolution digitale ou de cette révolution numérique. Il est aussi compliqué d'identifier les métiers ou les emplois qui sont susceptibles d'être impactés par cette révolution numérique. On a néanmoins un certain nombre d'études qui ont été menées par un certain nombre d'économistes et qui ont commencé par évaluer les perspectives d'automatisation ou de robotisation par type d'emploi, par profession. Alors, il y a une étude qui a été menée dès les années 2013, mais qui a été publiée en 2017 par Frey et Osborne, et qui a été reprise, qui a été appliquée à la France par le cabinet Roland Berger en 2014. Et eux, ils aboutissent à une évaluation d'environ 42% des emplois en France qui seraient fortement automatisables. Alors, pour vous donner une idée de cela, vous avez sous les yeux ici, vous voyez que vous avez donc la part, ils ont essayé de calculer, de mesurer la part des métiers qui vont être très automatisables au sein de chaque groupe de métiers. Donc vous voyez que vous avez différents groupes de métiers, des métiers qui vont être très fortement automatisables, informatisables, dont le cadran
ici nord-est. Et puis, donc vous avez les industries de transformation, l'agriculture et le secteur primaire, etc. Donc on a à peu près 20% des métiers de ce secteur qui seraient très automatisables. Et puis on a des métiers qui sont considérés comme partiellement automatisables, mais au sein desquels on a des métiers qui peuvent être très touchés, à peu près un peu plus de 18%. Donc là on est dans le secteur tertiaire. Donc vous voyez que tous les secteurs finalement d'activité sont concernés ou peuvent être concernés. Donc on le voit, les services à la personne, le commerce, les métiers juridiques, avec un exemple très souvent qui vous est présenté, avec une évolution des métiers juridiques. Et notamment, aujourd'hui, on n'a absolument plus besoin d'aller regarder l'ensemble des éléments de jurisprudence depuis les 50 ou 60 dernières années. On a des logiciels qui font ça très bien. Et donc on a typiquement une évolution des métiers qui sont liés au juridique. Et puis, enfin, un dernier groupe de métiers, dans le cadran en bas à gauche, qui sont les métiers considérés globalement comme peu automatisables, mais vous voyez parmi lesquels, alors vous avez l'encadrement supérieur, les services sociaux, les professions médicales supérieures, des professions comme les miennes, les enseignants, qui peuvent être impactés, la recherche, l'ingénierie, etc., où là, on a quand même un peu plus de 3% des métiers qui pourraient être fortement automatisables. Alors, est-ce qu'il faut pour autant avoir peur de la révolution digitale ? Je reviens à la diapo précédente. Il y a quand même un mais dans cette histoire. Le mais est que, effectivement, ça serait de considérer qu'on a globalement 42% des emplois qui vont disparaître dans un avenir proche. Bon. Pourquoi ça ne peut pas se produire en l'état ? Parce que ces professions qui sont identifiées par ces études comme menacées par l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle comportent très souvent des tâches nombreuses qui sont, elles, difficilement automatisables. Donc on voit bien ici que l'enjeu n'est pas de raisonner en termes de métier ou de profession, mais bien de tâches, d'accord, qui peuvent être plus ou moins impactées par le digital, la révolution numérique. Autrement dit, on va avoir un certain nombre de tâches qui vont pouvoir être remplacées par la machine et le numérique, et donc qui vont être substituables par la machine, et d'autres qui vont, au contraire, qui pourront être renforcées, vont être nécessaires et vont être complémentaires à la machine. Donc on voit bien que raisonner au niveau des métiers ou des professions, c'est problématique. Alors on a d'autres études, pour le coup, qui ont essayé, et notamment celle du Conseil pour l'orientation de l'emploi, qui a essayé d'évaluer de manière un peu plus stricte les emplois considérés comme réellement vulnérables. On arrive, pour la plupart des études, à peu près 10% des emplois qui seraient menacés par le numérique et par le digital. Globalement, on aurait 50% des emplois qui peuvent être touchés, mais 10% qui sont vraiment considérés comme vulnérables. Et ça, c'est confirmé par d'autres études, notamment celle que vous avez ici par Hans, Grégory et Ziran en 2016, qui évaluent qu'il y a à peu près 9% d'emplois à risque élevé. Donc vous voyez qu'on est face à une situation où l'innovation technologique peut rendre un certain nombre d'emplois vulnérables, mais il faut vraiment regarder ce qui va se passer au niveau des tâches et pas uniquement au niveau des métiers. D'accord ? Donc le chiffre de départ que je vous ai présenté sur ces 42%, un peu plus de 40% des emplois qui seraient vraiment vulnérables, ce ne sont pas les métiers qui seront vraiment appelés à disparaître, mais c'est bien le chiffre des métiers qui vont devoir être profondément modifiés, qui vont devoir profondément évoluer en raison de cette révolution numérique. D'accord ? Et on voit bien là tout l'enjeu de la formation professionnelle et tout au long de la vie, comment adapter les compétences des individus face à cette révolution digitale. D'accord ? Et deuxième remarque, c'est qu'on voit bien que les métiers qui vont être touchés ou les activités qui vont être touchées, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, sont aussi des tâches à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que les emplois qualifiés
d'accord, à fort contenu intellectuel sont également concernés. On n'est plus du tout dans un schéma traditionnel de la machine, de la révolution technologique qui va remplacer des emplois non qualifiés. On a aussi un certain nombre de métiers, en tout cas de tâches qualifiées, voire très qualifiées, à haute valeur ajoutée, qui sont vulnérables à la technologie. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la distinction manuelle intellectuelle, d'accord, et que vraiment il faut travailler sur des tâches qui correspondent à des compétences spécifiques des individus qui peuvent être soit substituables par la machine, que la révolution numérique peut remplacer, soit qui peuvent être complémentaires à la machine. Et c'est là tout l'enjeu de la formation professionnelle et tout au long de la vie, pour pouvoir identifier ces tâches et reformer les individus pour qu'ils passent de compétences qui vont être remplacées par la machine ou par le numérique à des compétences, pour développer des compétences qui vont être utiles et qui vont être pouvoir employables sur le marché du travail et complémentaires à cette révolution technologique. Alors, autre élément, question importante, quel est l'impact macroéconomique de cette formation professionnelle? Parce que, évidemment, si elle était relativement efficace, si on est capable de mieux former les gens tout au long de leur vie professionnelle pour qu'ils puissent mieux s'adapter aux besoins, ça veut dire qu'on devrait théoriquement pouvoir retrouver un impact positif au niveau global. Alors, on voit bien que c'est un enjeu en matière de lutte contre le chômage, un enjeu qui permet de pousser la compétitivité et un enjeu qui permet de favoriser l'innovation. Et on montre qu'il y a un certain nombre d'effets significatifs. Il y a plusieurs études qui le montrent. On a des effets significatifs importants sur le PIB, d'un accès à la formation continue, et on a des gains nets pour l'économie qui sont clairement évalués. Donc si on fait correctement les choses, évidemment c'est coûteux de former les gens, mais si on le fait correctement, ça va avoir un impact important. Maintenant, quid du contexte institutionnel? On en a parlé, Ronan va développer ce point après moi. On a un gouvernement qui a décidé de consacrer 15 milliards du plan d'investissement à la formation professionnelle, avec des objectifs clairs, générer des gains de productivité, accroître la performance du système de formation français. D'accord. Et donc, la question, c'est que pour faire cela, il faut tenir compte d'un certain nombre de publics, il faut tenir compte du fait qu'on va avoir affaire à des publics différents. Les fameux décrocheurs, ce qu'on en appelle les NEETs, c'est-à-dire des individus qui ne sont ni dans le système éducatif, ni en formation, ni en emploi. Pour information, on a environ 120 000 à 130 000 individus qui quittent le système scolaire sans aucune qualification. Donc pour cela, il va falloir évidemment adapter la formation professionnelle. On a des demandeurs d'emploi et on a des seniors. Et les deux dernières catégories sont des catégories qui sont extrêmement vulnérables en matière d'accès à l'emploi. Et on voit par ailleurs qu'en France, la formation professionnelle pose un problème, c'est-à-dire que si vous regardez les chiffres, elle ne bénéficie ni aux actifs peu qualifiés, ni aux seniors, d'accord? Or, ces deux catégories sont vraiment les catégories qui sont les plus vulnérables au chômage. Donc, quand on regarde le coût global de la formation professionnelle, on est à peu près à 32 milliards d'euros. C'est un système en France qui est complexe et qui apparaît, au demeurant, relativement peu efficace, notamment parce que ni les non-qualifiés ni les seniors ne bénéficient véritablement de ce système. Alors, pour conclure, vous voyez bien que l'enjeu, c'est de travailler au niveau des tâches, d'identifier des compétences spécifiques, et donc de travailler au niveau de l'individu. Tout l'enjeu est de mettre en place un dispositif qui va être individualisé, adapté à chaque public. Donc vous voyez les trois publics que j'ai cités tout à l'heure, avec des formations qui doivent donc être spécifiques et avec un dispositif qui doit être suffisamment flexible en termes de lisibilité. Il faut que les individus comprennent le dispositif. En termes d'accès, il faut qu'il puisse y avoir accès facilement, librement. Et en plus, il faut que ce dispositif soit mobilisable plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle parce qu'ils peuvent être impactés par un choc technologique qui peut revenir, qui peut être différent. Donc les questions qu'on pose ici et auxquelles mes camarades vont répondre en partie sont les suivantes. Quel type de formation professionnelle on peut proposer à ces publics ?
Dans ce contexte de vieillissement démographique, dans ce contexte de mutation technologique, dans un contexte de chômage, avec un taux de chômage au niveau national qui reste relativement important, et de sortie précoce du système scolaire pour un certain nombre de nos concitoyens sans aucune qualification. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie Chusseau. Donc nous allons continuer justement avec deux des publics qui ont été mentionnés à la fin de l'intervention, qui sont les décrocheurs et les seniors. D'abord Alain Villemeur, directeur scientifique de la chaire Transition démographique, transition économique, qui mène un certain nombre de travaux sur les questions de la formation professionnelle. Donc il va vous en parler. Bonjour à tous. Oui, Nathalie a déjà évoqué ces deux publics qui ont des besoins tout à fait spécifiques, à savoir donc les seniors de plus de 50-55 ans et puis les jeunes de moins de 25 ans, pour des raisons relativement différentes, mais les seniors de plus de 55 ans connaissent le chômage de manière relativement importante, et ainsi que les jeunes de moins de 25 ans. Alors je vais commencer d'abord par les seniors. Quel est le constat que l'on fait actuellement? Le constat, c'est que depuis les années 2000, il y a environ 400 000 chômeurs de plus de 55 ans, en plus, par rapport aux années 2000. Donc le chômage des plus de 55 ans a beaucoup augmenté depuis les années 2000. Mais en même temps, il y a une autre réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de seniors de 55 ans qui travaillent. Et les taux d'activité ont beaucoup augmenté. Alors c'est évidemment lié au report de l'âge de la retraite, mais vous avez quasiment 1 200 000 seniors de plus de 55 ans qui travaillent. Donc vous avez cette double réalité, à la fois plus de chômeurs et à la fois plus de seniors qui sont en activité. Alors comment on l'explique? Tout simplement, c'est l'effet du baby-boom et des baby-boomers qui arrivent à 50, 55 ans, 60 ans, à partir des années 2000, et qui sont dans les entreprises. Et ce qui est relativement réconfortant, c'est que beaucoup restent dans les entreprises, mais une part non négligeable, donc les 400 000 en plus, vont se retrouver au chômage. Et donc ça interroge sur la formation professionnelle dans les entreprises. Alors quand on regarde les actions de formation professionnelle dans les entreprises, on est très surpris par ce que l'on constate. La formation professionnelle est dispensée très largement jusqu'à 40 ans, 45 ans, et puis ça commence à se stabiliser à 45 ans. Et à 45 ans, après 45 ans, on commence à voir diminuer rapidement le nombre d'actions de formation des actifs. Et autant dire qu'à 50, 55 ans, il y en a très très peu qui se forment. Alors les économistes se sont posé la question, est-ce que c'est économiquement justifié? On peut comprendre qu'une entreprise ait des réticences à former quelqu'un à 57 ans, sachant qu'il va partir à 58 ou 59. Donc il y a bien un effet d'horizon d'investissement qui se pose sur la rentabilité de la formation. Mais est-ce que ce fossé qui existe après 50 ans, est-ce qu'il est réellement justifié? Alors, des études très précises ont été faites en essayant de tenir compte de deux phénomènes, ce qu'on appelle les externalités de débauchage. Une entreprise qui embauche quelqu'un, un senior qui est mieux formé, évidemment, va bénéficier de cette richesse. Par ailleurs, un senior qui est mieux formé, s'il est licencié sur le plan économique, parce que l'entreprise est en faillite, par exemple, restera moins longtemps au chômage. Donc si on tient compte de tous ces effets, on peut voir à partir de quand il y a une rentabilité économique. Et là, on constate, d'après les calculs, qu'une formation est justifiée jusqu'à 5 ans avant la retraite, avant le départ en retraite. Donc on en est loin en France. On en est loin, puisque je vous disais que donc, les actions de formation sombres déclinent très fortement à partir de 50 ans, 51 ans, alors que l'âge de la retraite est au-delà de 60 ans. Les dernières statistiques, c'est quasiment maintenant beaucoup de partent à la retraite entre 62 et 63 ans.
62,8 mois pour les dernières statistiques. Donc, il serait tout à fait justifié d'avoir des actions de formation importantes jusqu'à 57, 58 ans. Voilà. On en est donc loin, ce qui nous fait penser qu'effectivement, il faut transformer le système de formation professionnelle en faveur des seniors, inciter les entreprises à les former et non plus à suspendre les actions dès l'âge de 45, 46, 47 ans. Voilà, c'est un défi de long terme et ça serait économiquement tout à fait justifié. Alors c'est d'autant plus justifié qu'à l'avenir, vous suivez les débats sur la réforme des retraites, il n'est pas exclu que l'âge de la retraite, évidemment, continue à augmenter. Tous les pays européens le font et que donc il y a un défi encore plus important à partir du moment où, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, probablement l'âge de la retraite évoluera vers 65, voire au-delà. Alors ensuite, les jeunes et le chômage. Vous savez que les jeunes ont un taux de chômage, les jeunes de moins de 25 ans ont un taux de chômage considérable. Alors il était de 25%, il s'était stabilisé pendant longtemps à 25%. La bonne nouvelle, c'est qu'il est descendu là, depuis 6 mois à 1 an. Il est autour de 20%, mais ça reste évidemment très important. Alors il faut tout de suite faire attention aux chiffres, parce que là, quand on dit que le taux de chômage est de 20%, c'est le 20% de ceux qui cherchent un emploi, c'est-à-dire de 20% de ceux qui ne sont pas dans le système éducatif, qui ne sont pas au lycée, qui ne sont pas dans les universités, en apprentissage, etc. Bon, si on prenait en compte la génération, ça serait déjà beaucoup plus faible, hein. Peut-être 7 ou 8% de la classe d'âge qui serait au chômage. Mais en gros, 450 000 chômeurs de moins de 25 ans, c'est considérable. Et c'est évidemment une situation très difficile, puisque démarrer dans la vie par une période de chômage, c'est assez catastrophique. Alors, Nathalie disait que le phénomène est encore plus d'ampleur si on prend en compte ces fameux NEET, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, ni en formation. Ils sont actuellement autour de 1 300 000 de moins de 25 ans, sans aucune qualification et qui ont disparu des écrans, en quelque sorte. Le taux de chômage des jeunes sans qualification est absolument catastrophique. C'est 40% des jeunes qui n'ont aucune qualification, en règle générale, ces 40% se retrouvent au chômage. D'où l'importance de la formation. Alors, il y a une expérience qui montre que ça n'est pas du tout désespéré, qu'on peut former et insérer des jeunes qui n'ont aucun diplôme, qui ont décroché sur le plan scolaire. Vous avez une expérience qui mérite qu'on en parle, ce sont les écoles dites de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance ont été créées dans les années 90 à l'initiative de l'ancienne première ministre Édith Cresson, et elles se sont développées jusqu'à maintenant. Au début des années 2000, on formait dans ces écoles à peu près 1000 jeunes par an, on en forme désormais 15 000. 15 000 que l'on prend pour des parcours tout à fait individualisés de formation. On reprend les formations de base et c'est une véritable alternance entre les cours individuels et puis les stages en entreprise. Et au bout de 6 mois à 1 an, on constate des taux de succès tout à fait remarquables. En gros, on estime au moins 60% des jeunes qui passent par ces parcours réussissent à s'insérer, à rentrer sur le marché du travail, en CDD, en CDI, ou à suivre une formation plus qualifiante, mais ils finissent par acquérir des diplômes et à s'insérer sur le marché du travail. Voilà. Alors, ceci donc rend optimiste sur la possibilité de former des jeunes qui ont décroché du système scolaire. Il y a une deuxième raison qui mérite que l'on investisse, c'est les calculs d'impact macroéconomique. Alors Nathalie Chusseau aurait pu en parler parce qu'elle est l'auteure d'une étude sur l'impact d'une formation conséquente pour les jeunes.
Mais il faut savoir que tous les calculs montrent que c'est tout à fait bénéfique, qu'on peut aller vers un accroissement de la richesse par habitant de l'ordre de, si je ne me trompe pas, de 6,5%. Nathalie ne va pas me démentir. Au moins. Et qu'il y a donc un intérêt économique. Donc, deux conditions sont réunies. Un, on sait former des jeunes qui ont décroché. Deux, les conditions économiques montrent que c'est tout à fait rentable à long terme. Voilà. Alors, pour terminer, le plan d'investissement compétences est un plan qui a prévu de prendre en compte les jeunes décrocheurs à hauteur de 470 000 actions. Le plan investissement compétences, c'est le plan donc, qui a démarré en 2018 et jusqu'en 2022, qui prévoit d'investir les 15 milliards sur le quinquennat. Bon, il est prévu plus de 400 000 actions en faveur des jeunes de moins de 25 ans. Bon. Moi, personnellement, j'aurais eu tendance à penser qu'on aurait pu faire plus, mais il faut savoir que c'est quand même un effort considérable qui n'a jamais été fait à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à penser que les écoles de la deuxième chance pourraient effectivement avoir un coup de pouce important et puis, pourquoi pas, former davantage de jeunes de moins de 25 ans. Bref, pour terminer, donc c'est un enjeu considérable pour l'avenir, ces deux populations, les seniors et les jeunes, et je pense qu'il faudra aller au-delà du plan d'investissement compétences. Merci de votre attention. Merci beaucoup Alain Villemeur. Donc, maintenant, la parole à François-Xavier Albouy, donc, directeur de recherche à la chaire TDTE, et qui va se focaliser sur la formation des seniors en vue d'autres activités au moment de la retraite. Bien, merci. Tu as oublié, Isabelle, mais c'est implicite, mais ça vaut le coup quand même d'être souligné, que cette chaire, la chaire TDTE, Transition démographique, Transition économique, est soutenue depuis le départ par la Caisse des dépôts. Donc c'est vraiment un ami. Et que Nathalie, Alain est directeur évidemment, mais Nathalie a longuement travaillé aussi à la chaire sur les modèles de formation dont elle nous a parlé. Moi, je vais prendre un point de vue un peu différent. Je vais introduire un nouveau concept, et on en a fait un livre à la chaire que je vais vous présenter. Et ce concept, c'est la société du vieillissement. Et en fait, on est en train de vivre quelque chose qui est totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, mais qui arrive dans tous les pays du monde, et qui est une société du vieillissement. Qu'est-ce que c'est qu'une société du vieillissement ? C'est une société où les personnes âgées, les seniors ont un poids considérable. Et ce poids considérable, on le vit actuellement puisqu'on est en 2019, donc l'acmé du baby-boom, c'est 49, ils ont 70 ans aujourd'hui, ils sont en pleine forme, ils travaillent, ils s'occupent, ils font plein de choses, etc. Et pour les 15 ans qui viennent, ça va être comme ça. Cette histoire-là, ça gagne la planète entière, parce que c'est deux phénomènes sur lesquels on ne reviendra pas. Le premier, c'est qu'il y a une baisse du nombre d'enfants par femme, et ça, c'est toute la libération des femmes, et donc on ne reviendra pas dessus. Le deuxième, c'est les progrès de la médecine qui permettent d'augmenter la durée de vie et considérablement à âge élevé, ce qui fait qu'on s'attend à avoir des chiffres du nombre de centenaires ou de super centenaires qui multiplient par 4 à 5 dans les années qui viennent. Bon, ça, c'est la première idée. Ça veut dire quand même que quelqu'un qui aujourd'hui part, que ce soit à 62 ou à 62,8 ou à 63,4 années qui part en retraite, il va passer à peu près, et on lui souhaite, 30 ans de sa vie, presque un tiers de sa vie, à ne rien faire. Il est retiré. Donc, est-ce qu'on peut comprendre une société comme étant absolument normale et satisfaisante si un tiers de la population passe un tiers de sa vie à ne rien faire, alors que c'est des gens qui ont l'expérience, le capital humain, qui ont le savoir, qui possèdent les patrimoines pour l'essentiel et qui évidemment ne vont pas rester en fait sans rien faire. Ça, c'est le premier constat. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Et j'en veux pour preuve quelque chose que vous vivez tous si vous avez autour de 60 ans, ou si vos parents, je m'adresse aux plus jeunes, vos parents ont autour de 60 ans, c'est que les gens quittent le marché du travail dans des conditions qui ne sont pas excellentes. Ils le quittent un peu en catimini, avec beaucoup de vexations,
pas avec la carrière qu'ils auraient faite assez souvent, pas mal de vexations, parfois des arrêts maladie qui précèdent la retraite, et c'est à tel point que les contrats prévoyance sont tous en déficit à cause de ça. Donc les sorties du marché du travail sont à la fois heureuses parce qu'on est content de prendre sa retraite, et à la fois assez dépitées et pas très épanouissantes en tant que telles. Et puis à côté de ça, il y a la médecine, et en particulier la santé publique, qui nous disent, ah ben alors voilà, évidemment, la santé, il y a des causes exogènes, enfin les épidémies, donc on a les vaccins, il y a des causes de comportement, donc il faut arrêter de fumer, manger 5 fruits et légumes et faire 20 000 pas par jour, très bien, mais il y a aussi le bien-être. Et le bien-être se mesure assez précisément, il fait l'objet de bibliothèques entières de mesures sur le bonheur ressenti des économistes, et ce bien-être dépend de plusieurs facteurs, dont l'un est une activité socialisée. Et ce bien-être conditionne la santé. C'est-à-dire qu'on sait que si les scores de bien-être sont meilleurs, les pathologies seront mieux supportées et l'entrée dans des pathologies lourdes, dégénératives, etc., est retardée d'environ 5 ans. Donc c'est absolument considérable, y compris en termes de financement public, en termes de destin individuel, mais aussi en termes d'organisation et de rationalisation des choix collectifs. Et quand on regarde les marqueurs du bien-être chez les seniors, on en a 3. 1, une activité socialisée, pas nécessairement rémunérée, qui peut être bénévole, qui doit être un peu contraignante et qui doit être altruiste, qui, comme disent les jeunes, doit faire du sens, doit avoir du sens. Ça, c'est la première condition. Et là, on a toutes les études longitudinales dans tous les pays du monde qui montrent que c'est un facteur prépondérant. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle dans notre petit livre le souci de soi, pour reprendre un vieux thème de la philosophie classique et moderne d'ailleurs, mais classique. Et le souci de soi, c'est une activité réflexive. Alors ça peut être du sport, de la gymnastique, du yoga, ça peut être de la méditation, que sais-je, toutes les activités qui sont tournées vers soi. Donc 1, une activité altruiste et tournée vers les autres. 2, une activité finalement d'exercice. Et 3, l'acquisition de connaissances. Alors là, c'est frappant. Vous prenez 2 grabataires de 99 ans qui ont des polypathologies de la sénescence. Il y en a un qui a décidé d'apprendre le russe. Il est en pleine forme, il a ses maladies, mais il est positif. Il attend son rendez-vous avec sa prof de russe la semaine prochaine. L'autre qui a décidé de rester devant la télé à manger des chips, il est dépressif et la maladie s'aggrave. J'en veux pour preuve une anecdote tout à fait récente. Il y a une certaine Madame Tanaka qui a fêté la semaine dernière ses 116 ans. Elle est la doyenne de l'humanité. Alors, à chaque fois, on nous sort des doyennes de l'humanité au Japon. C'est pas franchement... Enfin, c'est... Bon, on se dit, voilà, pauvre. On est plein d'empathie et de compassion. Mais alors, elle est pétillante. Elle est rigolote comme tout. Elle fait des maths tous les matins. Elle joue à Othello, le jeu de stratégie, où elle gagne d'ailleurs des championnats. L'après-midi, elle fait le tour du lac. Quand on lui pose une question sur ce qu'elle compte faire, elle dit « Je compte encore travailler très dur les 5 prochaines années qui viennent et après j'arrêterai », ce qui est quand même assez satisfaisant. Et au maire du village qui vient la féliciter d'être la doyenne de l'humanité et qui lui dit « Mais jusqu'à quand vous vivrez ?» Elle y répond « Monsieur le maire, je ne comprends même pas votre question et je n'ai pas l'intention de mourir ». Ce qui est quand même... Alors c'est un exemple un peu extrême, certes, et anecdotique, mais on a là l'exemple de ce qu'une vieillesse, une seniorité active dès le plus jeune âge est important. Et là, on a un besoin de formation et d'organisation de la société qui, je crois, est absolument considérable. Parce que le mot, ce que dit Alain, c'est qu'on arrête en gros à 45 ans de faire de la formation parce qu'on dit... Donc on a un besoin considérable parce que nous, on dit non seulement il faut faire de la formation jusqu'à 60 ans, mais il faut continuer après. Et c'est des formations qui doivent aider à développer une activité socialisée. Parce qu'évidemment, si vous êtes un cadre supérieur, avec plein d'activités, un relationnel extraordinaire, vous allez continuer jusqu'à 80 ans à être dans plein d'assemblées générales, d'associations, de conseils, etc. Et vous serez très actif, et tant mieux pour vous. Mais si vous n'avez pas eu cette chance et que vous êtes d'une CSP un peu plus modeste, il n'y a pas grand-chose pour vous. Et il y a une autocensure qui est absolument colossale. Absolument colossal. Prenez un chef de chantier, et je ne fais aucune caricature, un chef de chantier. Il sait gérer des ressources humaines, multiculturelles, dans plein de domaines. Il a des compétences logistiques absolument énormes. Mais jamais
il va s'autoriser à devenir le DRH d'une association de la Croix-Rouge dans l'endroit où il habite ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un blocage. Et donc nous proposons, nous, et nous sommes en train de le modéliser à partir de travaux et des modèles Melleté qu'on utilise en cadrage macroéconomique, de modéliser quel serait l'impact, évidemment, de plus d'activités, mais de manière solennelle, enfin de manière extrêmement importante, de plus d'activités des seniors dans des activités socialisées dans les domaines de l'éducation et du tutorat des jeunes, dont tu nous as rappelé les chiffres ahurissants de jeunes qui sont paumés, quoi, finalement. Bon, de la santé et de l'aide aux plus âgés, aux dépendants, évidemment, mais aussi du développement économique. Et il y a beaucoup d'exemples d'associations très efficaces qui reposent sur des seniors et des seniors très âgés, sur les domaines du climat et de l'environnement, évidemment aussi. Enfin, donc, les domaines d'application et les besoins sont extrêmement importants. Et il nous semble, dans les différentes analyses qu'on a pu développer et qu'on est en train de cadrer, peut-être deux choses pour conclure. La première, c'est que l'éducation à la numératie, c'est-à-dire savoir se servir d'un ordinateur et d'un tableur Excel, est quelque chose de très important parce que c'est l'autocensure la plus importante pour barrer l'entrée d'un senior dans un engagement associatif. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et qu'enfin, on est en train de mettre sur pied deux petites choses. Une grille qu'on appelle une grille agile, qui est le contraire, la grille inversée de la grille GIR, qui regarde la dépendance, mais qui regarde au contraire à chaque âge l'agilité et comment on peut l'améliorer à chaque âge, l'agilité physique et l'agilité cognitive et intellectuelle. Et enfin, réfléchir des parcours à l'université et des instituts comme le CNAM militent en ce sens, des parcours de 3 mois au moment du départ en retraite qui permettent de comprendre le droit associatif, le fonctionnement des associations, de connaître cet univers-là qui finalement est inconnu à part des mordus et des spécialistes, et de le généraliser. Il y a donc des chantiers qui sont absolument colossaux. C'est en tout cas le message qu'on a appelé, qu'on a décrit un peu dans ce petit livre qui est en train de sortir, qui s'appelle « L'erreur de Faust », qu'on a fait avec Jean-Hervé, Lorenzi et Alain. L'erreur de Faust, c'est de vouloir rester jeune, mais surtout de vouloir rester jeune tout seul. Parce qu'alors là, ça c'est terrible. Nous, on dit pas, on dit évidemment c'est une erreur de vouloir rester jeune, mais on peut rester encore très actif, socialisé et très utile le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a des besoins de formation qui sont absolument considérables. Je vous remercie. Merci beaucoup François-Xavier. Donc quatrième intervention donc, par Ronan Mailleux, donc directeur du développement et des relations institutionnelles à la direction des retraites de la Caisse des dépôts. Donc là on va rentrer un petit peu plus concrètement dans la réforme de la formation professionnelle telle qu'elle s'annonce. Donc quels sont les impacts ou que va permettre cette réforme? Merci. Alors, je vais d'abord un peu rebondir sur la présentation d'Alain Villemeur qui signalait à juste titre qu'un des problèmes en France de la formation professionnelle, c'est qu'elle ne bénéficie pas forcément tellement à ceux qui en ont le plus besoin, les jeunes et les seniors notamment, et les peu diplômés de manière générale. Et il y a une volonté, enfin, il y a un mal français bien identifié depuis assez longtemps sur ce sujet-là. Il y a des sujets, des différentes réformes de la formation professionnelle qui ont lieu depuis quelques années, c'est de voir un peu comment on pourrait peut-être remédier un peu à ce problème. Alors, une des raisons qui est peut-être liée à ce problème, c'est que pour savoir qui bénéficie de la formation professionnelle dans les entreprises, c'est quand même quelque chose qui dépend pas mal, pas uniquement, mais pas mal des employeurs. Or, les intérêts des salariés et des employeurs ne sont pas forcément exactement les mêmes là-dedans. On a bien parlé de formation tout au long de la vie. Le problème, c'est de dessiner effectivement une formation qui soit cohérente avec tout un cadre de carrière sur plusieurs décennies. Or, le modèle je rentre dans une entreprise et j'y reste pendant 30 ans, il avait une certaine pertinence il y a longtemps, maintenant il en a de moins en moins. Et du coup, on voit bien qu'il y a facilement un peu une divergence d'objectifs entre l'employeur et le salarié. Si l'entreprise estime que le salarié va probablement démissionner d'ici 5 ans pour aller dans une autre boîte, ou a fortiori, si elle emploie beaucoup de salariés en CDD, il y a peu de chances qu'elle veuille beaucoup investir dans la formation de ses salariés parce que forcément, l'horizon de rentabilisation de cet investissement est faible, il n'est pas suffisant.
Et comme en plus, on sait que les gens peu qualifiés, ils sont plus en CDD que les autres, on voit vite une espèce de cercle vicieux qui fait qu'on va avoir peu de formation professionnelle pour les publics déjà dont la formation initiale est faible. Donc du coup, les réformes de la formation professionnelle mises en place depuis les 5-6 dernières années s'inscrivent un peu là-dedans. Je vais vous exposer très rapidement quelques grands principes, un peu quelques grandes idées de ce qui se passe, notamment avec le remplacement du droit individuel à la formation, qui a été mis en œuvre au début des années 2000, par le compte personnel formation récemment. Alors c'est un peu évolutif d'année en année, mais je vais un peu comparer le droit individuel à la formation initiale de 2004 au compte personnel formation tel qu'il va fonctionner en 2019-2020. Qu'est-ce qui change ? Et dans quelle mesure on pense que ça peut ou pas changer un petit peu l'accès à la formation des publics qui en ont le plus besoin et qui aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui en bénéficient le plus, au contraire. Alors le droit individuel à la formation, comment ça fonctionnait ? C'était un comptant d'heures. Si vous travaillez à temps plein, chaque année, on vous créditait un droit de 24 heures de formation que vous ne preniez pas forcément tout de suite, mais qui s'incrémentait sur un compte un peu virtuel. Chaque année, on rajoutait 24 heures de plus jusqu'à un plafond de 150 heures, en gros. Et puis, vous pouviez évidemment mobiliser ces heures en utilisant des heures pour financer des formations. Simplement, la mobilisation des formations nécessitait l'accord du salarié, mais l'employeur aussi devait être d'accord. Donc il fallait avoir un intérêt conjoint de l'employeur et du salarié à ce qu'il y ait une action de formation de mise en œuvre. Et puis, le problème du droit individuel de la formation, c'est qu'il n'y avait pas ou peu de portabilité, en tout cas une portabilité limitée pour les gens qui avaient perdu leur emploi pendant un moment. Mais en gros, le droit, il était lié au contrat de travail. Vous acquériez des 24 heures de formation chaque année du fait de votre statut, vous étiez employé de telle entreprise. Mais par contre, si vous changez d'entreprise, vous perdiez rapidement tout votre stock de droits et donc vous ne pouviez plus bénéficier des formations auxquelles théoriquement vous aviez droit via ce nombre d'heures créditées. Avec le compte personnel formation, dans une logique un peu différente, même très différente, pour différentes raisons. D'une part, le compte personnel formation maintenant est portable d'une entreprise à une autre. Il est lié à la personne et pas au contrat de travail. Du coup, quand vous changez d'entreprise, que ce soit subi ou voulu, eh bien, le salarié va avoir son droit à formation qui le suit. Autre changement qui lui est lié, en fait, qui facilite la portabilité, c'est qu'au lieu de créditer chaque année 24 heures sur un compte, on va créditer des euros. Ce qui permet à l'employeur de se libérer de son obligation. Il a donné le nombre d'euros et après, le salarié en fera ce qu'il voudra tout de suite, dans quelques années ou pas. Et chaque année, donc, pour un salarié à temps plein, ça va être 500 euros de mis sur le compte personnel de formation jusqu'à un plafond de 5 000 euros. Bien sûr, évidemment, si vous consommez, on peut compléter jusqu'au plafond de 5 000 euros. Et effort qui a été fait justement pour cette question des publics peu qualifiés, les publics qui ont des diplômes du type CAP, BEP ou inférieur, ou bien les travailleurs handicapés dans des établissements d'aide par le travail, leur abondement sur le compte personnel de formation est de 800 euros par an et pas de 500, et dans un plafond de 8 000 euros et pas de 5 000 euros. Ce qui traduit, disons, au moins dans l'alimentation du CPF, un effort réel envers certains publics particulièrement en besoin de formation professionnelle pour sécuriser un peu leur parcours professionnel dans la durée. À côté de ça, autre changement important, le compte personnel de formation, du moment que la formation se fait hors du temps de travail, le salarié n'a pas à demander l'autorisation de l'employeur pour bénéficier d'une formation, ce qui n'était pas le cas avec le droit individuel à la formation. Donc il y a un changement. En revanche, bien sûr, s'il veut bénéficier de sa formation sur le temps de travail, là en revanche, il faudra toujours un accord de l'entreprise. Ça n'exonère pas forcément complètement de l'entreprise d'une responsabilité en matière de formation. Elle peut abonder, dans le cadre d'accords d'entreprise, de branche, les comptes personnels de formation en sus des montants minimaux réglementaires. Alors, on voit du coup qu'il y a tout ça fait un peu le pari que la plus forte autonomie du salarié qui peut porter ses comptes d'une entreprise à l'autre, qui n'a pas demandé l'autorisation de son employeur, pourra plus facilement activer ses droits à la formation et bénéficier plus facilement d'une action de formation.
Évidemment, une des bémols qu'on peut y voir, c'est que ça suppose que les salariés soient bien à même de se saisir du paysage un peu complexe de la formation professionnelle, de la multitude d'opérateurs de formation qu'on peut avoir en France, et sachent actionner les leviers pour effectivement arriver à bénéficier de formation professionnelle. Et là où on peut se dire qu'il y a peut-être un bémol, c'est que probablement que c'est plus facile, en moyenne au moins, pour un Bac+5 de bien comprendre tout ça et d'arriver à activer les leviers relationnels notamment pour bénéficier d'une formation qu'à quelqu'un qui a un parcours professionnel complètement en gruyère, qui a un diplôme CAP maximum, etc. etc. Raison pour laquelle la réglementation a aussi prévu la mise en place de conseillers en parcours professionnel qui aident justement peut-être ces personnes-là à mobiliser ces potentialités de formation, dirons-nous. Autre chose intéressante peut-être à voir, va y avoir un essai aussi de clarification, fluidification, plus grande lisibilité du marché, entre guillemets, de la formation en France. C'est-à-dire, il est 13e été, il y a une multitude d'organismes susceptibles de prester de la formation en France, et aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir une idée ultra précise de ce qui se passe. À compter de cette année, en fait, à compter du 1er octobre, il y aura une application mise en ligne, une plateforme Internet, qui permettra à tout bénéficiaire d'un compte personnel formation de consulter son compte, ça on peut déjà le faire, mais l'application permettra aussi à ce moment-là d'avoir accès à l'ensemble des catalogues de formation depuis son compte, éventuellement sélectionner une formation qui l'intéresse, s'y inscrire et en bénéficier. La somme correspondant au coût de la formation est ensuite débitée de son compte personnel formation. Tout ça probablement peut permettre d'améliorer l'accès à la formation et des formations qui permettent d'améliorer la situation des gens tout au long de la vie en leur donnant une plus grande visibilité sur l'offre totale de formation et en permettant plus facilement peut-être de choisir des choses qui augmentent leur employabilité dans la durée et pas juste dans l'entreprise où ils sont à un moment donné. Ça reste néanmoins un pari. Pour l'instant, je vous décris un petit peu l'évolution de la situation, où on voit un peu qu'il y a une volonté des pouvoirs publics d'essayer de rendre la formation plus lisible, plus accessible à un peu tous les publics. Mais ça serait intéressant de visualiser dans quelques années effectivement quels auront été les résultats de toutes ces choses. D'ores et déjà, aujourd'hui, le fait d'avoir un compte personnel formation accessible en ligne pour tous les Français permet déjà d'avoir d'avoir une meilleure connaissance du dispositif et de savoir qui sont les personnes, combien de personnes ont accès à la formation professionnelle. Par exemple, aujourd'hui, les données du compte personnel formation, qui sont gérées par la Caisse des dépôts, raison pour laquelle j'interviens ici. La Caisse des dépôts donc, crédite les heures, débite les comptes, ultérieurement réglera les heures de formation. Donc, en consultant ça, on voit par exemple que 31% actuellement des bénéficiaires d'une action de formation ont un diplôme de type CAP, BEP ou inférieur, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas forcément encore énorme eu égard à leurs besoins spécifiques de formation. Preuve sans doute qu'il y a encore des progrès à faire en France de ce point de vue-là. Je vous remercie. Merci Ronan Mailleux. Donc là, on a un quart d'heure environ pour des questions de la salle. Donc n'hésitez pas en vous présentant rapidement. Alors, il y a une question tout en haut à gauche. Et une autre là. Ça marche. Donc il y a une en haut à gauche, puis après il y en aura une autre, il y en a 3. Donc plutôt sur le fond. Donc la première là, ensuite ici, et la troisième au milieu. Oui, bonjour, David Loarec, conseiller VAE. J'avais 2 questions en fait qui venaient. La première, c'est concernant les seniors et la possibilité de valoriser leur parcours. Donc, est-ce qu'il y a des clés, des pistes pour promouvoir la VAE des seniors?
alors que la réalité montre qu'il y a des freins pour eux à accéder à des certifications et à être valorisés d'un point de vue symbolique. D'autre part, la deuxième question, c'était suite à l'émission qui a été diffusée hier sur M6 dans Zone Interdite sur territoire zéro chômeur. Donc l'expérimentation, pour résumer, qui vise à mobiliser les aides sociales sur un territoire en faveur d'un bénéficiaire, non pas pour le maintenir dans une dépendance, mais pour le valoriser à travers un travail. Et donc ma question, c'était de savoir, est-ce que l'employabilité, au sens où on l'entendait jusqu'à présent, mériterait pas d'évoluer dans le sens où cette expérience montre et part du principe, enfin, montre son efficacité et part d'une notion d'employabilité plus large. Pour résumer, on considère que la personne est employable a priori. Merci. Merci beaucoup. On va prendre plusieurs questions. Donc, il y avait une deuxième question là et une au milieu. Une à droite, enfin à ma droite. Dans l'autre ordre. Enfin, oui, pardon. J'essaye de les prendre dans l'ordre où elles arrivent. Merci. Bonjour, Claire Jolibois. En termes de bémol, je pense qu'on pourrait également souligner quand même les montants envisagés, sachant que donc pour le CPF, donc 500 € par an avec un maximum de 5 000 porté, comme vous l'avez dit, à 800, donc dans un maximum de 8 000 sur 10 ans, au regard du prix des formations. Donc quelques petits exemples. Une journée de formation pour un juriste spécialisé, entre 1 500 et 2 000 € la journée. Ça veut dire que sur 10 ans, cette personne pourra assister à 2 jours et demi de formation. Dans son domaine d'activité, c'est évidemment totalement insuffisant pour se maintenir à niveau. Deuxième exemple, parce qu'il n'y a pas de raison de se limiter là. Enfin, je pense que de toute façon, il y en a, je vais en donner 2, mais on pourrait les multiplier à l'infini. Un bilan de compétences qui est accessible pas pour le CPF, coût entre 2 000 2 500 €. Alors, bon, 2 500, disons, on va dire 2 000. Je le vends pas cher. Donc 2 000 €, pareil, reste 3 000 pour faire une formation. Vous n'avez pas une seule formation de 6 mois ou 1 an qui rentrera dans ce montant-là. Voilà. Et encore une fois, on pourrait multiplier le nombre d'exemples. Une formation d'ingénieur, 1 an de formation en master 1, master 2 ou licence 3. Vous êtes au-delà des montants affichés pour le CPF, encore une fois, tous les 10 ans. On est sur un montant pour obtenu au bout de 10 années. Quid de la pertinence professionnelle de la personne au bout de 10 ans? Et troisième question, enfin quatrième même. Oui, bonjour, merci. Ça va faire un lien avec ce qui vient d'être dit. Moi, je viens de quitter donc la fonction publique. Je me suis mis en disponibilité. Et dans la fonction publique, nous avons le droit individuel à la formation, le DIF, qui était donc capitalisé à hauteur de 120 heures. Et d'ailleurs, qu'on n'a jamais pu vraiment utiliser, puisqu'il fallait que les formations demandées soient présentes et inscrites au plan de formation de la structure et de la collectivité. Alors super, je quitte la fonction publique et je vois donc cette histoire de compte personnel d'activité. Je demande donc le transfert de ces heures DIF jamais utilisées sur tout le laps de temps de mes 18 ans de carrière dans la fonction publique. Et donc je vois mon compte crédité de 1 950 €. J'étais super content. Je dis youpi, je vais enfin pouvoir avoir un choix de décision dans la formation que je vais effectuer. Et manque de peau, on ne peut pas utiliser cet argent-là pour pouvoir faire de la formation. Et donc je trouve ça bien dommage.
que des fonctionnaires qui vont dans le privé et qui quittent la fonction publique, qui demandent donc leur transfert du DIF dans leur CPA, puissent pas utiliser cet argent-là, hein, parce qu'en fait, il est monétisé, mais en fait, il n'existe pas. Hein, tout ça, c'est virtuel, hein, bien évidemment. Et donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et pour rejoindre Madame, je la rejoins sur le fait de dire, est-ce que 500 €, choisir une formation comme on choisirait une pizza quelque part en commande, est-ce que c'est bien suffisant? Et pour finir, est-ce que finalement, les gens qui devraient en profiter finalement, parce que je trouvais que c'était un peu compliqué quand même le CPA et tout ça pour pouvoir s'y retrouver, qui en ont vraiment besoin, comment finalement vont pouvoir en bénéficier à terme? Parce que moi ça va, je suis cadre et tout ça, donc je me débrouille, mais ceux qu'on a cités, là, les seniors et puis ceux qui sont en situation de non-emploi et de chômage, comment eux vont pouvoir en bénéficier, se retrouver là-dedans? Merci. Merci beaucoup. On va répondre. Je vous laisse dans l'ordre d'intervention. Nathalie ? Chacun répond à ce qu'il veut, mais peut-être dans le... Non. Si vous en êtes d'accord, répondre aux deux premières questions. Enfin, réagir aux deux premières questions. Sur la VAE, c'est donc la valorisation des acquis de l'expérience. C'est évidemment un dispositif central dans le fait de pouvoir amener des personnes seniors à se redéployer une activité dans la troisième période de la vie qui est celle de la retraite. Et ça, c'est tout à fait central. Je voudrais ajouter à la VAE qu'il y a des entreprises qui l'ont bien compris et qui incitent à la VAE. Il y a une entreprise de télécom et une grande banque française qui sont rentrées dans une logique de mécénat de compétences où ils accompagnent des seniors à temps réduit pour qu'ils puissent travailler dans des associations et s'investir là-dedans. Apparemment, c'est des petites expériences, mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont gagnantes à la fois pour le salarié, pour l'entreprise parce que ça ne déclenche pas un surcoût en prévoyance, et puis pour l'État parce que c'est un chômeur de moins à porter jusqu'à l'âge de la retraite. Donc c'est des choses qui ne sont pas négligeables, même si c'est encore embryonnaire. Et dans les stratégies que j'ai pu voir de ces entreprises, la VAE est évidemment une partie centrale des raisonnements qui sont menés, et c'est un ressort de motivation pour les gens qui est évident. Sur l'employabilité, j'ai peur de ne pas être compétent pour vous répondre, mais on pourra peut-être réagir à plusieurs. Alors, sur la question effectivement de l'expérimentation territoire zéro chômeur, il me semble que nous allons aller de plus en plus vers cette conception, je dirais, de l'aide sociale liée à l'employabilité. Depuis de très nombreuses années maintenant, dans un certain nombre de pays d'Europe, en particulier d'Europe du Nord, on attache le versement d'aide sociale et notamment d'allocation chômage à une obligation de se former avec l'idée selon laquelle la société, la collectivité est prête préfère financer du retour à l'emploi et de l'employabilité plutôt que de l'aide sociale. Alors, M. Gazier va rebondir après. Tout à l'heure, il y a une session qui est consacrée à la flexicurité, mais c'était jusqu'à présent un des pans de cette question de la flexicurité. Donc, la collectivité, finalement, est prête à financer, à donner de l'argent, mais préfère que ça soit utilisé pour l'employabilité réelle, en particulier des plus vulnérables, plutôt que sur ce que l'on va appeler de l'aide sociale et simplement sans aucune contrepartie et obligation. Maintenant, il faut évidemment l'accompagnement de se former, parce que sinon, on vient de l'expliquer, tout seul, quand on est peu qualifié, qu'on connaît mal les dispositifs, mobiliser tous les ressorts pour se former, on voit bien que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut l'accompagnement qu'il y a derrière. Donc il me semble que c'est vraiment vers ce genre de choses vers lequel on va aller et qui finalement n'est pas très novateur, puisque ça se fait dans d'autres pays d'Europe depuis maintenant un certain nombre de temps. Sur le coût et les questions que vous avez posées, alors effectivement, 500 €, est-ce que c'est suffisant? Je crois qu'on est tous conscients que la réponse est non. C'est insuffisant.
Quand on regarde le coût réel des formations, quelles qu'elles soient, vous avez parlé des bilans de compétences, vous avez cité un certain nombre d'exemples, quelles qu'elles soient, on est bien au-delà des 500 €. Alors 2 remarques là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, comme le disait Ronan tout à l'heure, au sein des négociations collectives, des accords de branche, des employeurs qui peuvent abonder davantage et donc participer à la formation, au financement de cette formation. On peut craindre néanmoins que, comme jusqu'à présent, les plus favorisés par cette formation soient ceux qui en aient le moins besoin, et donc non pas les publics dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les non qualifiés et les demandeurs d'emploi et les jeunes. Et donc, c'est une vraie question parce que le montant semble tout à fait insuffisant, et ce qui implique en tant que tel que l'individu doit financer une partie de sa formation par lui-même. Donc vous voyez que c'est quand même assez contradictoire avec ce qu'on vient de vous raconter, puisque si on doit accompagner les individus pour la formation dont on a essayé de vous montrer qu'elle était fondamentale, indispensable, dans un contexte de vieillissement, dans un contexte de mutation technologique, etc., on voit bien que ce montant-là paraît insuffisant, même si en parallèle on voit qu'il y a des actions qui sont supposées être menées, en particulier pour accompagner un certain nombre de publics. Mais il me semble que pour les actifs qui sont plutôt qualifiés, etc., ils vont devoir abonder en partie eux-mêmes pour se former partiellement. Quant à monsieur, je suis désolée de votre situation, effectivement, clairement, vous êtes dans le cas de non-transférabilité de vos droits. Et donc, une partie de la réforme, c'est justement que ce genre de choses ne se produisent pas. Comme je l'expliquais, il faut que les choses soient flexibles. Et donc, il faut que qu'on puisse jongler tout au long de sa carrière. Donc là, je suis désolée pour vous, mais malheureusement, vous êtes dans l'exemple typique de non-transférabilité de vos droits. Oui, peut-être en complément sur les territoires zéro chômeur de longue durée. Bon, vous savez que c'est une expérimentation qui est en cours, et qui va durer 5 ans, qui a démarré en 2017, si je ne me trompe pas. Bon, donc il est un petit peu délicat de tirer des enseignements pour le moment. Mais les premières retombées semblent tout à fait positives. Sur les coûts de formation, effectivement, les coûts de formation peuvent être très très variables. Pour mémoire, dans les écoles de la deuxième chance, des formations longues, puisque c'est au moins 6 mois, ça coûte en règle générale autour de 4 000, 5 000 € par an, ou pour les 6 mois, disons. Bon, ce ne sont pas des sommes considérables, à condition évidemment que ce soit la puissance publique qui les finance. Donc, on peut envisager des formations longues sans que ça soit démesuré, mais effectivement, il y a des formations, même courtes, qui peuvent coûter très très cher. Et je ne vois pas d'autre solution que sans la participation à la puissance publique ou une aide ou une contribution individuelle qui forcément est limitée. Merci, oui, je ne vais pas rajouter grand-chose. Alors effectivement, comme j'avais tenu à bien tenir dans l'épure des 12 minutes qui m'avaient été attribuées, je n'avais pas fait l'inventaire de tous les bémols qu'on pouvait faire, je suis d'accord. Effectivement, il y a un vrai sujet sur le montant de l'abondement et du coût du prix des formations. Bon, comme il a été signalé, effectivement, il y a quand même possibilité par les branches ou les entreprises d'abonder pour de compléter quand un salarié n'est pas en mesure de financer sa formation. Et pour les chômeurs, de même, Pôle emploi ou le Fonds de sécurisation du parcours professionnel peuvent intervenir en complément. Mais ça ne va pas forcément être automatique, bien sûr. Ce n'est pas un droit de tirage. Et puis effectivement, autre sujet d'ailleurs en termes de coût là, qui est potentiellement polémique, il va y avoir toute la question du transfert, la conversion en euros des heures qui sont anciennement acquises au titre du DIF. Et là, le taux horaire qui a été décidé par les pouvoirs publics est de 15 €. Donc effectivement, on est assez bas par rapport à la réalité des prix de marché de la formation. Oui, possible. Une dernière question. Une dernière courte question, parce que je crois qu'on a consommé notre temps. Alors, merci pour vos interventions, très intéressantes. Je vais être plutôt en réaction et je finirai par une question. La formation, la qualification, meilleur outil pour trouver un emploi.
certes, mais je pense que nous n'avons pas à rougir du niveau d'enseignement ni du niveau de diplômés, qui a considérablement progressé ces dernières années. Néanmoins, constat est fait des difficultés qu'on a trouvé un emploi, nombre de diplômés aujourd'hui, et on doit aussi considérer le nombre de diplômés qui se trouvent aujourd'hui sur des emplois sous-qualifiés. Et ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. Donc, par ailleurs, en matière de formation, il me semble qu'on marque peu d'intérêt sur la valorisation des métiers de filière qui sont moins touchés par les nouvelles technologies et qui restent néanmoins porteuses d'emplois et qui rencontrent même des difficultés à recruter. Ce sont souvent des emplois liés à l'humanité. Donc, dans un contexte où l'innovation n'a pas réellement pour objectif un mieux social, mais un mieux financier, comme ça a été dit dans la précédente intervention, on est sur le profit et non pas la recherche de profitabilité pour tout le monde. Activons-nous réellement les bons curseurs? Et comment la formation professionnelle peut-elle être un vecteur de dynamisation de l'emploi dans différentes filières et pas seulement un outil d'amélioration d'accès à l'emploi? Merci. Il n'y a pas forcément de réponse, c'est un constat positif. Oui, à moins que tu veuilles réagir. Non. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est que la formation professionnelle, c'est non seulement la capacité à finalement former en vue des nouveaux métiers, mais c'est aussi une manière de dynamiser l'économie. Nathalie Chusseau pourrait en parler longuement, puisque ces modèles ont pour objet d'évaluer l'impact macroéconomique et qu'on trouve toujours un impact macroéconomique très très positif. Ce qui nous a conduit à envisager évidemment la formation, à justifier des investissements conséquents et même à justifier des rémunérations pendant la formation. Je crois que c'est un débat peut-être qui est devant nous, c'est que la formation est un véritable métier et qu'elle pourrait justifier également des rémunérations conséquentes pour se former tout au long de la vie. Je crois qu'on peut clore maintenant. On a écoulé le temps qui nous était imparti. Donc, merci à vous tous. Merci d'abord aux intervenants. Et merci pour votre écoute.